et merci de l'accueil ici aujourd'hui. Comme les Bourbons, les princes d'Orléans ont leur nécropole. Ainsi commence l'article d'Alphonse Roux, paru dans la Gazette des Beaux-Arts en 1920. Donc, une première chapelle, vous le savez, avait été construite par la duchesse d'Orléans, et c'est Louis-Philippe qui, une fois roi, va décider de faire de celle-ci une nécropole familiale. Et il y est encouragé, dit-on, par la princesse Marie, qui le persuade donc d'englober l'ancienne chapelle dans un décor néo-gothique. La princesse Marie meurt en janvier 1839, ce qui accélère les choses. Les travaux vont assez vite et sont terminés au début des années 1840, comme M. Luneau vient de l'évoquer. Alors, ce style néo-gothique apparaît en fait très tôt dans les cimetières. C'est un choix en fait intéressant. On en a des exemples au Père-Lachaise dès la Restauration, avec d'une part le monument d'Héloïse et Abélard qui est transféré au Père-Lachaise, et puis très intéressante la chapelle Greffule, qui est en principe la première chapelle édifiée dans les cimetières parisiens et qui est donc justement dans ce style néo-gothique. Est-ce que cette chapelle a pu servir de lointain modèle pour Dreux ? C'est une question peut-être que l'on peut se poser. Louis-Philippe était un peu inquiet des fluctuations du goût et il fait donc préparer d'avance, je cite, un certain nombre de cubes d'attente ou cénotaphes dans le goût des XIIe et XIIIe siècles et il les fait placer d'avance dans la crypte. Alors, Louis-Philippe opte pour des gisants. Non, c'est pas ça. Louis-Philippe opte donc pour des gisants qui évidemment s'harmonisent avec le style de la chapelle et peut-être là encore sous l'influence de Marie. Et donc j'ai retenu que de Verriat et Viollet-le-Duc avaient été associés très tôt aux réflexions de cette chapelle et c'est peut-être dans cette lumière qu'il faut voir cette gravure de Verriat dédicacée à la mémoire de la princesse Marie sur laquelle vous la voyez allongée sur un sarcophage. Alors bien sûr, vous le savez, ce projet n'a pas été réalisé et nous avons à droite la gravure de l'illustration, donc de 1847, qui nous montre l'état de la chapelle à cette date, avec simplement des sarcophages vides et un décor sculpté qui se limite aux bas-reliefs qui décorent la chapelle de la Vierge, et qui sont donc surmontés des vitraux évoqués tout à l'heure, et puis d'un certain nombre de statues. Et nous sommes ici à l'angle de la chapelle de la Vierge et du déambulatoire, donc face à ce qui accueille, à vrai dire déjà, le corps, les restes du duc d'Orléans, et on aperçoit sur le côté droit le sarcophage de sa sœur. Et entre les deux, donc, une statue qui est, j'imagine, Saint Ferdinand. Alors cette gravure est aussi intéressante puisque le bas-relief que vous voyez ici, qui représente l'Assomption de la Vierge, ne s'y trouve plus aujourd'hui, comme vous le savez, puisque la chapelle a été ouverte pour laisser place en fait au bras tendu de la duchesse d'Orléans, tendu vers son mari. Dès ce moment-là, en fait, la princesse Marie est associée étroitement à ce décor de Dreux, et donc Louis-Philippe décide de faire placer au-dessus du sarcophage, qui est encore vide, de décor en tout cas, cet ange de la résignation qu'elle avait modelé précédemment. Donc la maquette de l'ange se trouve aujourd'hui à Chantilly et vous avez à côté une vue de son atelier en 1841, je crois, donc de toute façon après sa mort. Vous voyez l'ange en grandeur définitive et on peut se demander en fait dans quel état il était lorsqu'elle a disparu. Avait-elle eu le temps peut-être pas de réaliser elle-même, mais en tout cas de surveiller l'agrandissement? Là, j'avoue que je n'ai pas trouvé la réponse à la question. Donc, quoi qu'il en soit, cet ange est sculpté en marbre et placé dans la chapelle au-dessus de son sarcophage. Alors, Roux, que j'évoquais en commençant, continuait son article en disant « Le très réel intérêt de cette chapelle vient de la statuaire. La chapelle, en 1920, comprend 22 gisants et constitue donc un ensemble exceptionnel à cette date et qui est, à vrai dire, toujours exceptionnel, même si, en fait, il est assez inégal. » Et Roux continue d'ailleurs,
je cite, « On n'était guère fondé à attendre de Loison, de Barre ou de Lenoir des chefs-d'œuvre. Ils ont produit des œuvres honorables. Ce n'est pas un résultat négligeable. Aucune œuvre capitale, mais les œuvres capitales sont toujours rares. Ici, la généralité se tient bien et plusieurs tombeaux sont remarquables. » Alors, ces tombeaux sculptés apparaissent en 1847. Louis-Philippe, en fait, commande une première série de 5, ou plutôt, la chapelle accueille 5 membres de la famille d'Orléans, et Louis-Philippe, en 1845, commande donc un décor sculpté pour ces tombeaux. Alors, qui sont mis en place en 1847. Et 1847 est une date qui est intéressante parce que les cimetières parisiens accueillent à ce moment-là deux des chefs-d'œuvre de la sculpture de cette période, qui sont d'une part le gisant de Cavaignac par Rude, même s'il n'est mis en place que plus tard, et puis le monument du général Gobert par David d'Angers. Alors vous vous demandez peut-être aussi pourquoi j'ai choisi ces deux images. Bon, le gisant, je pense que le rapport s'établit de lui-même avec Dreux, mais j'attire tout de même votre attention sur ce type de gisant, donc qui est un gisant réaliste. Nous sommes face à un cadavre enveloppé dans son suaire qui laisse apparaître notamment le visage, parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas à Dreux. Bon, quant au général Gobert, lui, il a péri au cours de la bataille de Beylen, donc c'est une mort dramatique, et c'est aussi un thème qui sera développé à Dreux, même s'il est développé d'une autre façon. Donc en 1847, 4 tombeaux, en fait, sont ornés de sculptures. 2 sont exécutés par Pradier. Pradier, qui est un artiste qui est proche de la famille d'Orléans et qui exécute une des plus jolies sculptures de l'ensemble de Dreux, qui est le gisant de la petite Françoise de Montpensier, qui était morte bien plus tôt et pour laquelle on connaît un premier projet de tombeau dans l'esprit néoclassique. On la voit déjà sur son lit de mort, mais cette fois-ci accompagnée de sa mère en pleurs et réalisée sous forme d'un bas-relief qui orne la façade d'un sarcophage. Donc c'est un parti totalement différent qui est adopté. Elle est représentée ici comme si elle était dans son sommeil, en fait, et nous allons voir que c'est justement dans cette possibilité qu'offre le gisant une de celles qui sera souvent utilisée, cette ambiguïté entre la mort et le sommeil. Bon, c'est une œuvre qui est pleine de charme, qui a été exécutée avec beaucoup de sensibilité, qui offre beaucoup de naturel et qui a suscité des commentaires évidemment enthousiastes. Par exemple, la revue L'Artiste la qualifie d'élégie en marbre, dont la poésie fait rêver, pleurer peut-être plus d'une mère. Pradier exécute aussi le gisant du duc de Penthièvre, qui est mort lui aussi en bas âge. Et là, nous sommes devant un autre type de gisant. Cette fois-ci, c'est un mort qui est bien arrangé, si on peut parler comme ça, et qui présente les attributs, peut-être pas de la royauté, mais en tout cas de son appartenance à la famille royale. Et là, nous sommes en fait dans le prolongement de la grande tradition des gisants qui remonte jusqu'au Moyen-Âge. Un peu dans le même esprit, le gisant de la duchesse douairière d'Orléans par Barre. Donc cette fois-ci, nous passons à un artiste qui est beaucoup moins connu. Alors, on prétend que Pradier était extrêmement exigeant sur le plan financier, était assez cupide en réalité, et on peut imaginer que c'est la raison pour laquelle Louis-Philippe décide de commander les 2 autres gisants, non plus à Pradier lui-même, mais à des artistes, peut-être un peu d'une catégorie un tout petit peu inférieure, qui sont donc Barre pour la duchesse d'Orléans et Loison pour le duc d'Orléans. Donc je ne reviens évidemment pas sur la mort du duc d'Orléans, mais en revanche, je voudrais attirer votre attention donc sur le fait que, au fond, en parallèle, sont réalisés deux monuments funéraires, donc l'un pour la chapelle de Dreux et l'autre pour la chapelle de la Compassion à l'entrée de Neuilly. Et je pense que cela vaut la peine de s'interroger un instant sur la signification, au fond, de ce double hommage qui lui est rendu.
en comparant peut-être les deux effigies. Donc vous avez à gauche celle de Loison, oubliez évidemment l'arrière-plan, qui ne viendra que beaucoup plus tard. Donc un gisant allongé très, très convenable, bien coiffé, les mains jointes, enfin tout est comme il doit être. Et de l'autre côté, au contraire, une représentation beaucoup plus dramatique. Donc il me semble que nous sommes d'un côté à Dreux, dans le cadre simplement de l'évocation d'un membre de la famille royale, alors qu'à la chapelle de la Compassion, nous sommes face à l'évocation d'un individu qui a péri de façon tragique, ce qui bouleverse évidemment sa famille, bien sûr, mais aussi la France tout entière, puisqu'il était appelé à succéder à son père. Donc, dans les deux cas, Ary Scheffer est censé avoir donné des dessins, notamment en tout cas pour la chapelle de Neuilly. Vous en avez un ici, dessins qui ont été réalisés en présence de la reine Marie-Amélie, et dans lequel donc Scheffer inclut cet ange qui avait été modelé par toujours Marie d'Orléans et qui est donc placé derrière le gisant. Et voici une comparaison, un détail des deux portraits en fait, du prince qui je trouve, confirme ce que je viens de vous dire. Vous avez donc à gauche le gisant de la chapelle de Neuilly. Donc vous voyez que la chemise du prince est ouverte, sa tête est renversée en arrière, ses cheveux sont un petit peu en désordre, alors qu'à droite, nous avons le visage qui est ici à Dreux. Le prince là est allongé bien droit, la tête est posée sur un coussin à la bonne hauteur et le détail de la chevelure est significatif, il est très bien coiffé. On voit donc là le défunt nous est montré dans une sorte de présentation officielle. Alors, avec ces 4 gisants, au fond, se termine la première commande, puisque de toute façon, ensuite, Louis-Philippe s'exile en Angleterre et il va falloir attendre 30 ans, en fait, pour que l'on passe à une deuxième campagne de gisants. En 1876, 8 cercueils sont rapportés à Dreux, dont les cercueils de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, de Madame Adélaïde, etc. Alors, un certain nombre des sculptures funéraires sont commandées à ce moment-là à Aimé Millet. Aimé Millet, c'est un sculpteur qui a le vent en poupe à Paris. C'est lui, vous voyez, qui réalise le groupe d'Apollon entre la danse et la musique, qui est au sommet du pignon de la scène de l'Opéra de Paris. Et dans les cimetières parisiens, il vient de réaliser ces 2 œuvres très différentes, mais très, très belles l'une et l'autre. La si jolie jeunesse qui est sur le tombeau d'Henri Murgère, et puis l'effigie de Baudin, d'Alphonse Baudin, député, qui avait été tué lors des émeutes de 1851. Et comme d'ailleurs pour Cavaignac, le tombeau ne sera mis en place qu'après la chute du Second Empire. Donc Millet est un sculpteur qui est bien connu, bien présent sur la scène parisienne. En même temps, ça n'est pas vraiment un artiste officiel. Et on peut se demander au fond ce qui a incité la famille d'Orléans à se tourner vers Millet. Alors là, moi, je vois 2 raisons. D'une part, le fait que Madame Millet, mère, s'occupait de bonnes œuvres et qu'elle avait été, de ce fait, mise en relation avec la reine Marie-Amélie. Et puis, surtout, peut-être, la recommandation de Viollet-le-Duc. En effet, le comte de Paris, puisque c'est lui maintenant qui est responsable de Dreux et des commandes, avait d'abord pensé faire appel à Eugène Guillaume, mais Eugène Guillaume décline parce que son enseignement, dit-il, l'occupe beaucoup trop. Et Viollet-le-Duc écrit à ce moment-là, à propos de Millet, je cite, « C'est un homme de talent et qui a fait de très bonnes statues de tombeaux. C'est un de mes anciens élèves et je puis par conséquent exiger de lui plus que d'un autre statuaire, c'est-à-dire lui demander de travailler jusqu'à ce que vous soyez tous satisfaits. » Ce que je trouve en fait assez amusant et assez instructif aussi sur la façon dont se passent les choses.
Alors, Millet réalise d'abord le gisant de Madame Adélaïde, qui va être placé près de celui de la duchesse douairière d'Orléans, qui est d'ailleurs sa mère. Et nous voyons Millet qui, en 1874, va à Dreux faire des dessins, relever, dit-il, le tombeau de la duchesse douairière pour s'en inspirer pour Madame Adélaïde. Alors, pour Madame Adélaïde, il réalise lui aussi donc une effigie couchée. Elle est représentée dans ce stade intermédiaire entre la mort et le sommeil. Bon, elle a les mains croisées sur la poitrine, comme il est normal pour un défunt qui s'endort dans la paix du Seigneur. Mais vous voyez que son visage se tourne vers le spectateur. Et puis Millet, qui est un sculpteur qui a eu beaucoup de succès, mais qui est un sculpteur qu'on appelle éclectique, voilà, Millet a pris plaisir visiblement à détailler le costume de la princesse, notamment la mantille de dentelle qui entoure son visage. La famille d'Orléans est tout à fait satisfaite de ce gisant et cela vaut à Millet d'autres commandes. La commande des gisants de deux des enfants du duc de Montpensier. Donc voici Ferdinand de Montpensier, qui est mort alors qu'il avait une vingtaine d'années et qui est représenté comme saisi en plein sommeil. Et là, nous ne savons plus très bien devant quel type de représentation nous sommes. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est vivant, endormi ? La réponse n'est pas très claire. Au fond, aucun signe ne nous dit qu'il s'agit véritablement d'un défunt. Et là, vous voyez donc le chemin qui est parcouru depuis, par exemple, le gisant de Cavaignac que nous avons vu tout à l'heure. Millet réalise aussi ce gisant pour son petit frère, Louis de Montpensier, et il a cette idée très élégante, très étonnante aussi, plutôt que de représenter le défunt, de suggérer simplement la forme de son corps à travers un suaire, un drap très fin qui laisse donc deviner le corps de l'enfant. Alors peut-être ne disposait-il pas de projet, ou peut-être, au fond, le réalise-t-il comme une sorte de tour de force, de démonstration de sa virtuosité de tailleur de marbre. Car il faut penser qu'au fond, il y a le monument le plus important qui va être réalisé bientôt, qui est celui de Louis-Philippe et de Marie-Amélie. Et en fait, Millet se met sur les rangs. Et il n'hésite pas à écrire au comte de Paris qu'il faudrait bien s'en occuper et que ça serait bien de prendre une décision pour qu'il y ait une sorte d'ensemble, d'homogénéité à travers l'ensemble de la chapelle. Alors là, à vrai dire, le pauvre Millet va être déçu, car ce n'est pas lui, en fait, qui obtient la commande, mais c'est Mercier. Oui, alors au passage, simplement, le monument des enfants du comte de Paris, que je vous montre tout de même, puisque c'est le seul monument avec celui de Louis-Philippe et de Marie-Amélie qui n'est pas sous forme de gisant. Il est dû à Franceschi, qui est aussi un sculpteur, un bon sculpteur, mais pas un sculpteur de tout premier plan. Alors que à partir de cette date, les Orléans vont se tourner vraiment vers ceux qui occupent le devant de la scène artistique. Alors, avant d'arriver à Louis-Philippe, puisque je prends les choses dans l'ordre chronologique, nous avons la série des gisants, enfin la série d'ailleurs, il n'y en a qu'un à Dreux, exécutée par Chaput. Donc Chaput, prix de Rome, membre de l'Institut, donc sculpteur fort célèbre, qui a en plus une renommée bien solide dans le domaine funéraire, puisqu'il est l'auteur à la fois de la pensée, au Père-Lachaise, sur la tombe de Marie d'Agoult, et puis de la très élégante jeunesse qui orne le monument à Henri Regnault et aux élèves morts de l'École des Beaux-Arts de Paris. Donc deux monuments extrêmement célèbres, très admirés, très répétés, et dont Chaput, le dit lui-même, a un peu de mal en fait à se sortir. Il est là dans le domaine de l'allégorie et au fond, il n'arrive pas à inventer vraiment quelque chose de nouveau. Il va être aidé en cela par les commandes, justement, des Orléans, dont la première est ce tombeau de la duchesse de Nemours. Duchesse de Nemours qui était née Victoria de Saxe-Cobourg et qui était donc la cousine du prince Albert.
Alors, elle meurt en Angleterre, comme tous les Orléans de cette génération, et elle est enterrée dans la chapelle de Weybridge. Et la reine Victoria, d'ailleurs, vient se recueillir devant sa tombe. Car pour la reine Victoria, c'est une cousine, en fait, très chère. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique qu'en fin de compte, les restes, je crois, de la princesse, mais en tout cas le gisant, restent en Angleterre, alors que le reste de la famille est transféré à Dreux. Donc ce gisant est resté dans cette chapelle jusque dans les années 1970, je crois. Il en a été enlevé à ce moment-là et il a été question, en fait, de son acquisition pour le musée d'Orsay jusqu'à ce que, en fait, le musée de Liverpool se porte acquéreur et, par un phénomène de préemption que nous connaissons bien en France, le maintienne finalement en Angleterre. Au-delà de cette histoire, c'est une œuvre pleine de charme, pleine d'élégance, et devant laquelle on peut de nouveau se poser la question à quel stade sommes-nous exactement ? En réalité, il est probable qu'elle est bien morte, puisque vous voyez qu'elle est enveloppée dans son suaire. Mais en même temps, ça n'est pas une morte bien arrangée, bien droite, les mains jointes, etc. Elle se tourne un peu vers le côté et on a le sentiment qu'il y a encore une sorte de lien qui s'établit avec le spectateur. Donc ce gisant est de 1883 et Chaput en exécute tout de suite une sorte de transposition en bas-relief pour le tombeau d'une jeune fille dans un cimetière de province en France. Mais surtout, il va reprendre ce modèle pour le fameux gisant de la duchesse d'Orléans. Alors, gisant qui est préparé par un certain nombre de dessins qui se trouvent aujourd'hui conservés au musée de Melun. J'en profite pour remercier Dominique Gesquière qui m'a aidé en me fournissant des images et des informations pour cette conférence. Donc, dessins dans lesquels vous voyez déjà cette idée du bras qui se tend vers l'extérieur. Et voici maintenant le gisant lui-même, tel qu'il a été exposé en marbre au salon de 1885. Donc une œuvre extrêmement élégante, en même temps une œuvre empreinte d'une tristesse un peu douce. On est plutôt dans le registre de la mélancolie, de la nostalgie, plutôt que du désespoir profond. Et cette idée donc très, très, très heureuse qu'a eu Chaput, sortant du domaine de l'allégorie, qui aurait pu lui permettre peut-être de développer cette idée du lien malgré la séparation créée par les deux religions différentes. Donc c'est cette très belle idée qu'a eu Chaput de dégager le bras de la duchesse d'Orléans, qui passe donc, vous le savez, à travers le mur de la chapelle pour se diriger vers la dépouille de son mari, qui est étendue juste à côté d'elle. Gisant évidemment extrêmement admiré, à la fois donc pour cette idée qui préside à la réalisation et puis pour l'exécution. Vous avez par exemple un très joli détail du nœud, le nœud qui termine cette espèce de robe de nuit que portait la duchesse et qui là encore, vous voyez, nous dit qu'on est peut-être plus du côté du sommeil que du côté de la mort. Mais enfin, tout ça n'est pas totalement évident. Avec le projet suivant, nous revenons au contraire du côté de la vie. Le projet suivant, c'est celui du tombeau de la princesse Marie, puisque le cercueil était resté vide, avec simplement donc l'ange modelé par la princesse au-dessus. Le duc d'Aumale, qui apprécie beaucoup Chaput, qui était d'ailleurs son collègue à l'Institut, et dans la correspondance, il se traite de « mon cher confrère », et l'on sait que le duc d'Aumale aimait venir fumer sa pipe dans l'atelier de Chaput. Donc le duc d'Aumale lui demande de réfléchir à une sculpture, à une statue pour sa sœur. Et Chaput réalise l'esquisse que vous avez ici à droite, qui se trouve à Chantilly, esquisse dans lequel vous voyez cette fois-ci la princesse assise et non plus allongée, se retournant en arrière et appuyée au petit modèle de sa statue de Jeanne d'Arc, qui est son œuvre la plus célèbre. Alors ça, c'est un type de statue funéraire qui plonge ses racines très loin, puisque ça remonte en fait jusqu'aux sculptures funéraires étrusques. Mais dans les cimetières parisiens, c'est un type aussi qui est utilisé notamment pour des artistes. Et donc, je vous ai mis en matière de comparaison le monument de Visconti au Père-Lachaise et celui d'Étex, dont le marbre est au musée de Rouen et le bronze
au Père-Lachaise, dans lesquelles les défunts donc se redressent et sont accompagnés à la fois des instruments de leur art. Vous voyez bien la palette de Géricault. J'ai dit de la Croix, mais c'est Géricault, hein, c'est le tombeau de Géricault. La palette de Géricault. Et puis, dans les deux cas, sur le devant du sarcophage, vous avez l'évocation de leur œuvre la plus célèbre, le Louvre pour Visconti et évidemment le radeau de la Méduse pour Delacroix. Donc au fond, Chaput s'inscrit tout à fait dans cette lignée, un défunt redressé et l'évocation de son œuvre la plus célèbre à ses côtés. Malheureusement, Chaput meurt en 1891. Et ce n'est donc pas lui qui réalise le gisant de la princesse Marie, mais c'est le sculpteur Hector Lemaire qui repart un peu de l'idée de Chaput, mais dont la réalisation me paraît beaucoup plus lourde, sans cette vivacité, ce côté très instantané qu'avait l'esquisse de Chaput. Donc c'est un peu dommage pour l'ensemble de Dreux. Et nous arrivons donc au monument de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, qui est confié à Antonin Mercier. Alors Antonin Mercier, gloire de la sculpture de cette période. Il a eu la Légion d'honneur à son retour de la ville de la Médicis. Il est couvert d'honneur. Et dans les cimetières, alors comme Chaput, en fait, lui aussi va plutôt du côté de l'allégorie. Par exemple, pour la tombe de Michelet, qui associe une figure de l'histoire, c'est vrai, au gisant de Michelet, ou pour la tombe de Paul Baudry. Et pour Louis-Philippe et Marie-Amélie, donc il réussit à réaliser un double monument exposé au Salon de 1886, qui est admiré à la fois pour le réalisme en quelque sorte de la représentation, la façon dont il a su vraiment évoquer le roi et la reine, mais en leur donnant peut-être une majesté qu'il n'avait peut-être pas au départ. Et c'était une grosse difficulté à vaincre, dit le critique de la Gazette des Beaux-Arts, surtout en ce qui concerne le roi, dont la physionomie bourgeoise et la stature n'étaient rien moins que sculpturales. Et il admire également la façon dont le sculpteur a su remplir la composition avec la très belle robe de dentelle de Marie-Amélie et orner l'arrière, puisque ce monument se trouve, vous le savez, au centre, à la jonction du déambulatoire et de la chapelle de la Vierge. Donc, à l'arrière, vous avez cette belle allégorie de la France en pleurs qui, en quelque sorte, accueille le visiteur. Et cela vaut à Mercier la commande de l'effigie du prince de Joinville, qu'il représente donc de façon dramatique. Il est mort en fait à Saïgon au cours d'un voyage d'exploration et vous voyez qu'il le représente vraiment saisi à l'instant de son décès, renversé en arrière et avec le détail, je trouve, très significatif de l'épaule qui se relève puisqu'il bascule de l'autre côté. Donc ce gisant est exposé en 1903 puis en 1904 et à vrai dire suscite un certain nombre de critiques, notamment de Paul Vitry. Paul Vitry qui est un grand spécialiste de la sculpture française, qui a travaillé sur Rude et sur toute cette et sur les sculpteurs beaucoup plus anciens. Donc. Et Paul Vitry regrette un peu le choix qu'a fait Mercier. Le prince n'est pas mort, dit-il. Il expire, comme on dit au théâtre. Et de fait, malgré la révérence due à l'artiste et à son modèle, c'est à un héros de théâtre, à un ténor d'opéra, que nous fait penser cette silhouette trop calculée, trop à l'effet. C'est un instantané figé en marbre de jeune homme mourant qui se soulève une dernière fois, la main crispée sur la carte de la région qu'il va explorer. Alors, ce type de critique, nous allons le retrouver pour le dernier gisant dont je vous parlerai aujourd'hui, qui est celui de la duchesse de Nemours par Barrias. Barrias, encore une des gloires de la sculpture à cette période, prix de Rome, auteur de La nature se dévoilant devant la science, qui est une sorte de mise en valeur de toutes les carrières de marbre, donc de toutes les possibilités qui s'offrent à la sculpture et à la décoration à cette période, et qui est bien présent lui aussi dans les cimetières parisiens, à la fois par cette fileuse marocaine qui est sur la tombe de Guillaumet, et pardon d'ailleurs pour la coquille dans la légende dont je me suis aperçue trop tard, ou par l'intermédiaire de cette statue d'Anatole de la Forge
préfet de Saint-Quentin, qui avait vaillamment défendu la ville au moment de l'invasion allemande en 1870. Donc, Barrias est chargé de réaliser ce monument destiné à la duchesse d'Alençon, qui, vous le savez bien sûr, a péri dans l'incendie du bazar de la Charité. Et Barrias choisit donc d'insister sur ce côté dramatique en la montrant telle qu'on a pu la retrouver lorsque l'on a dégagé les décombres. Donc son corps est n'est pas allongé bien droit, son corps est disposé un petit peu en zigzag, sa tête se renverse en arrière, vous avez une évocation du bûcher, et ses nattes, ses célèbres nattes, puisqu'elle avait une chevelure, comme sa sœur d'ailleurs, Sissi, l'impératrice d'Autriche, elle avait une chevelure extrêmement admirée. Donc ces nattes se déroulent. Le gisant est exposé au salon de 1904, où, comme le précédent, certains l'admirent, mais Paul Vitry, lui, considère que le calme et l'apaisement de la mort devraient faire négliger ces détails horribles, bons pour une imagerie de faits divers. C'est une effigie vraie mais sereine, non un cadavre tourmenté, que devrait nous présenter la figure funéraire. Et un autre critique admire que Barrias ait su réunir la mondanité et la mort dans cette effigie. Donc, ce gisant, au fond, renvoie à ce tombeau du général, ce monument du général Gobert, en quelque sorte, que je vous ai montré en commençant. Au fond, ce sont les circonstances de sa mort qui l'ont rendu célèbre, et c'est donc ce que l'on veut rappeler à travers cette effigie. Mais en réalité, cette effigie va sembler déplacée dans la chapelle de Dreux, et le fils donc de la duchesse d'Alençon, qui est le duc de Vendôme, j'espère que je ne m'embrouille pas dans la généalogie, va en fait commander une nouvelle effigie au sculpteur Vallin, qui est un sculpteur d'origine belge et qui est assez proche de la famille de sa femme, qui est une princesse de Belgique. Donc Vallin réalise d'abord le gisant du duc d'Alençon en 1912, puis le gisant d'une fille des Vendôme, et en dernier lieu, donc celui de la duchesse d'Alençon. Donc ça, c'était un détail. Ah oui, et celui de la duchesse d'Alençon que voici, donc pour lequel nous revenons à une effigie beaucoup plus sereine, beaucoup plus satisfaisante. Alors, ce gisant a été en fait réalisé d'après des dessins de la duchesse de Vendôme, qu'elle a commenté. Donc nous savons quelle était son idée en proposant cette effigie. Voilà ce qu'elle dit. La palme de martyr et la couronne ducale comme rappel de la princesse illustre qu'elle fut, puis comme princesse de la maison de France, doivent être présentes. Bien sûr, à mon avis, il faut le très esthétique habit du tiers-ordre, parce qu'elle appartenait au tiers-ordre dominicain, donc habit qui nous sauve de toutes les horreurs de la mode du siècle passé. Et c'est ainsi donc qu'est réalisée la duchesse de Vendôme, dans ce costume effectivement infiniment plus sobre et peut-être plus convenable pour une effigie placée à l'intérieur d'une chapelle que la robe que nous avons vue tout à l'heure, qui était en fait la reproduction de la robe qu'elle portait vraiment le jour de sa mort. Mais avec le détail qui reste, celui des nattes, qui, vous le voyez, se déroule sur le côté. Et dernier peut-être clin d'œil à l'ensemble des monuments de la chapelle, le bras en fait qui se détache sur le côté de façon à se tendre vers son mari, le duc de Vendôme, qui était installé en face d'elle. Alors ce gisant-ci est de 1930. Il y aura encore un ou deux gisants qui seront installés dans la chapelle après cette date, mais au fond, je crois qu'on peut conclure cette intervention sur cette dernière image. Merci de votre attention.